Alors, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à ce nouveau programme de SADELIVRE initié par Acolyte. SADELIVRE, notre programme qui reçoit chaque mois un auteur, une personnalité littéraire, une personnalité culturelle. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le professeur et auteur Hassana Brahim. Hassana Brahim, ici, bosseur plein, full professeur, comme aime le dit Pauline, à l'université de Ngaoundéré, et aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont c'est un. Salut. Oui, c'est comme si on fait... Oui, j'ai eu une introduction que je n'ai pas comprise, donc c'était une question de réseau. Alors, professeur, vous êtes avec nous? Oui, il y a... J'écoute aussi un écho, ça ne va pas déranger. Là, un écho. Oui, justement, attendez, je vais parce que vous êtes sur deux comptes. Attendez, je vais supprimer un compte et là, on va aller. Ok, là, je crois que c'est parfait. Oui, c'est bon. Si vous m'écoutez, c'est bon. Bonjour. Bonjour, professeur. Vraiment désolé pour cette interruption qui n'est pas volontaire. D'accord, bien sûr, c'est ça aussi. Alors, bonjour, professeur, et bienvenue à ce SADELIVRE. Bonjour à toute l'équipe de Acolyte. Je suis très content d'être là. D'accord. Et nous aussi, bien sûr, parce qu'avec tout ce que nous avons pu avoir autour de l'écrivain-théologie en privé, il y a eu pas mal de discussions avec des auteurs, avec des critiques. Et là, comme je le disais, toutes les discussions ont été dans la périphérie. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être au centre, justement, avec le concepteur de l'écrivain-théologie, la pensée qui a donné naissance à cette vague, à ce mouvement, à ce courant qui certainement voudra regarder la littérature autrement. Alors, nous avons pour thème l'écrivain-théologie ou le nouvel ordre littéraire. La question, elle se pose. Nous espérons qu'avec notre invité, nous trouverons ces réponses. Alors, bien sûr, pour tous ceux qui nous suivent, vous pouvez déjà envoyer vos commentaires, vos réflexions sur l'écrivain-théologie. Si vous avez lu l'ouvrage, si vous voulez découvrir de quoi il est question, n'hésitez surtout pas à laissez vos commentaires, à poser vos questions, parce que là, nous avons l'auteur lui-même. Et je peux dire que c'est parti déjà. Alors, pour l'écrivain-théologie, vous-même déjà, en tant qu'écrivain, est-ce que vous avez observé l'écrivain-théologie? Alors, qu'avez-vous observé depuis votre propre pratique
pour en arriver à ce qu'aujourd'hui nous appelons l'écrivaintologie. Ok, vous êtes avec nous, professeur? Bon, j'ai l'impression qu'il y a une question qu'il y a un souci de réseau avec le professeur Hassan Abrahim. Bien, le temps que cela se résolve, nous pouvons avoir un bref aperçu de ce qu'est l'écrivaintologie, bien sûr, le temps que le professeur lui-même vienne nous en parler. Alors, l'écrivaintologie, c'est, en bref, on dira écrire, c'est s'effacer. Comme le dit lui-même, Hassan Abrahim, écrire, c'est s'effacer. Donc, c'est laisser la possibilité au texte de vivre par lui-même, au texte d'être l'expression non plus de l'auteur, mais du lecteur. Donc, voilà ce que, en substance, nous dit l'écrivaintologie. C'est donc aussi cet outil qui va permettre d'avoir un autre regard sur les appréciations, un autre regard même sur la critique en soi, pour voir déjà comment tenir un livre, s'il faut en parler, quelle est la place de l'auteur, mais surtout, quelle est la place du lecteur? Et plusieurs questions, naturellement, vont se soulever, notamment celle de la position de l'auteur quand il produit son ouvrage. Est-ce que c'est le lecteur qu'il tient au centre de ce qu'il va écrire? Est-ce qu'il pense au lecteur quand il écrit? Ou alors le lecteur, il finit par être juste l'élément qui va le propulser lui, qui va le porter au sommet selon, bien sûr, ses ambitions. Il faut le rappeler, quand les auteurs ils écrivent, ils ont énormément d'ambition, ils ont beaucoup de choses qui leur passent par l'esprit, ils ont beaucoup d'espoir, ils visent beaucoup de prix, ils visent beaucoup de reconnaissance aussi. Oui, les auteurs, ils vont toujours le dire. Bon, moi, j'écris pour être lu, j'écris, il faudrait que je gagne, que je remporte un prix, il faudrait que je sois repéré par une grande maison d'édition. Ça, l'auteur, il a à l'esprit. Maintenant, l'écrivaintologie va lui dire, toi, tu vas t'effacer et laisser le livre faire son travail et laisser le texte faire son travail. Donc, et là, est-ce que nous allons questionner les ambitions des auteurs? Est-ce qu'ils devraient cesser de se porter là où le texte ne les porte pas? Est-ce qu'ils devraient cesser de voir des discriminations quand leurs textes ne sont pas reçus? Donc, la méthode proposée par notre invité Hassan Abrahim qui va nous rejoindre bientôt. Nous espérons que les questions de réseau seront résolues de son côté. Qui va nous rejoindre, viendront donc confirmer ou pas ce que l'auteur a comme perspective de son propre livre. Donc, il va falloir considérer la position du lecteur qui, ici, disons-le, devient primordial. Donc, le lecteur est celui qui finit par faire le livre. Et bien sûr, nous avons plusieurs principes de l'écrivaintologie. Outre la disparition de l'auteur, nous avons aussi, bien sûr, une réincarnation, bien sûr, de l'auteur. Donc, lui, l'écrivain qui va se désincarner pour laisser place, bien sûr, à ce que le lecteur va proposer par rapport à son livre. Nous disons, bien sûr, bonjour à Pauline, bonjour à Hermine, qui nous rejoignent. Oui, merci Hermine, et bonne Pentecôte à vous aussi. Donc, est-ce que c'est aussi simple que cela pour un auteur de laisser le lecteur porter son livre, de laisser le lecteur être la réelle extension de son livre? Est-ce que le lecteur a toujours les outils pour pouvoir porter le livre? Est-ce que le lecteur est capable justement de se tenir à la place de l'auteur, regarder le monde dans cette perspective et en faire quelque chose de particulier? Et toutes ces questions, nous allons les poser évidemment à l'écrivaintologie qui a cela comme principe. Nous verrons par exemple une sorte d'hybridation des savoirs tel que c'est présenté, l'écrivaintologie qui va mêler science et art, de faire en sorte qu'on se mette à parler d'une science littéraire dans laquelle c'est plutôt le lecteur qui devient le
je ne vais pas dire le maître, mais le guide, qui devient l'orientation, qui devient la voie du livre. Alors, en espérant vivement le retour de notre professeur, nous continuons à explorer l'écrivaintologie. Bien sûr, beaucoup de personnes ont questionné même déjà le nom, la dénomination, écrivaintologie. Pourquoi l'avoir placé ainsi? Pourquoi ne pas avoir dit, par exemple, écrivainologie, par exemple, comme certains m'ont proposé dans des rencontres privées? Pourquoi ne pas avoir dit écrivainologie, écriturologie et tout ce qu'on voudra? Et pourquoi écrivaintologie? Donc, ça aussi, c'est une question qui reviendra bien sûr sur la table. Et quant à l'apport de ce que l'écrivaintologie peut renfermer, déjà le concept, il n'est pas nouveau. Le concept d'effacement de l'auteur, le concept de mort de l'auteur, par exemple de Roland Barthes en 1967, où on disait le texte appartient au lecteur, non à l'auteur. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En soi, ce n'est pas nouveau. Est-ce que l'écrivaintologie nous apporte une évolution de cette approche? Parce que quand on parle de mort de l'auteur, évidemment, il y a l'auteur qui va disparaître et le lecteur qui va prendre la place. Mais de quel lecteur s'agit-il? Ça, c'est une autre question. De quel lecteur, en effet, il s'agit? Prenons une simple barre, peut-être une barre que nous allons numéroter de 0 à 10, non, disons de moins 10 à 10 en passant par 0. Donc, voilà la barre peut-être du potentiel d'un écrivain. Alors, le potentiel d'un écrivain, situons-le à 6. Si on le situe à 6, l'écrivaintologie, maintenant, pour que l'écrivaintologie s'applique, il faudrait que le lecteur soit de niveau 6 aussi, au moins du niveau de l'auteur pour comprendre son texte et pouvoir en dire quelque chose de crédible. Parce que là, on parle aussi de crédibilité. La mort de l'auteur ne veut pas dire que le lecteur devient tout puissant, peu importe son niveau. Parce que si nous avons un lecteur, par exemple, de niveau 2, face à un auteur de niveau 6, il est clair que l'écrivaintologie ne pourra pas s'appliquer. Ce lecteur-là, en particulier, ne pourra pas véritablement répondre à la question que l'auteur pose. Parce qu'il faut se mettre au niveau d'un auteur pour le comprendre. Et ça aussi, il faut le rappeler. Donc, nous verrons donc quelles sont les limites de l'écrivaintologie. Est-ce qu'il y a des options? Est-ce qu'il y a des voies pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir améliorer ce que cela signifie? Évidemment, nous allons convoquer pas mal d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus, et notamment, nous verrons avec Pabé Mongo et Sanolika, nous verrons avec Joseph Briand et son moutisme. Ça, ce sont des jeunes, jeunes, pas pour Pabé Mongo, bien sûr, mais pour Briand Joseph, qui est à l'origine du moutisme. Nous verrons comment les regards peuvent se faire quand on se met à parler de discipline. Je ne vais pas parler de doctrine, mais plutôt de discipline littéraire. Quand on se met à parler de discipline, alors comment tous ces éléments se mettent ensemble pour créer quelque chose de particulier? Aujourd'hui, vu que nous avons l'écrivaintologie au centre de la discussion, alors nous verrons quelle est l'influence concrète aujourd'hui, comment on peut se servir de l'écrivaintologie pour déjà améliorer l'écriture, parce que quand on regarde ce que ça représente, nous voyons aussi une autre approche où on va dire au lecteur, à l'auteur, je veux dire, tu écris, c'est bien, mais désormais tu écris en te disant que ce livre, il n'est pas le tien. Alors, qu'est-ce qu'on met quand on écrit en se disant que le livre est le sien? Qu'est-ce qu'on met quand on écrit en se disant que le livre n'est pas le sien? Donc, nous avons toutes ces approches et bien sûr, il y a Pauline qui nous annonce que le professeur se reconnecte, ce qui est très bien parce qu'il va devoir pas nécessairement répondre à toutes ces questions, mais il va devoir nous en dire un peu plus sur les fondements de l'écrivaintologie. OK, je crois que le professeur est avec nous. Nous allons bientôt le retour. Alors, bon retour parmi nous. Oui, vraiment. Les dieux de la technologie, vraiment, il y a un problème de connexion. Oui, ça, je l'ai dit. Depuis quelques jours déjà, la connexion n'est pas stable. Je crois que tout le pays en souffre. Alors, nous allons essayer tant bien que mal de tenir.
nos 90 minutes ou peut-être un peu plus en ajoutant 30 pour faire le tour déjà de la question. Alors, professeur, j'en étais, le temps que vous reveniez, à poser un peu les bases, à parler de l'écrivaintologie, de son origine, de quelques principes fondamentaux. Déjà, nous allons partir sur quelque chose de très simple qui vous est très cher. Écrire, c'est s'effacer. Alors, est-ce que vous pouvez nous le dire en des termes un peu plus simples, un peu plus directs, parce que nous avons beaucoup de jeunes auteurs qui nous suivent et qui voudraient bien comprendre cette question d'effacement que nous utilisons tous dans nos ateliers. Alors, pour se écrire, c'est s'effacer. Qu'est-ce que le jeune auteur peut comprendre? Je crois que la connexion pose un autre souci au niveau de... le réseau pose un autre souci au niveau de notre professeur. Bon, espérons qu'il reviendra pour écrire, pour nous éclairer sur écrire, c'est s'effacer. Durant nos ateliers, justement, parce qu'à Colita, on organise beaucoup et ces derniers temps, j'en fais aussi beaucoup sur le couvert de DGCOM, de Dominique Nintela. Ça, c'est dans le cadre des ateliers qui se déroulent à Bafoussam, ou alors dans la région de l'Ouest. Écrire, c'est s'effacer, nous le disons tout le temps aux auteurs, il faut pouvoir s'effacer même déjà devant ses propres connaissances quand on est face à un sujet pour pouvoir absorber le cru de ce qui nous sera proposé par le sujet que nous allons traiter. Donc, oubliez, par exemple, si nous voyons quelque chose, une scène qui se déroule, nous avons une approche particulière, oubliez ce que nous savons pour aller chercher ce que l'élément en question va nous dire. Donc, voilà quelque chose qu'on dit quand on parle de s'effacer. L'effacement peut aussi maintenant être post-écriture. Vous avez produit un texte, maintenant, il ne vous appartient plus. C'est bien plus facile de le dire. Les auteurs disent tout le temps, oui, le texte, quand je l'ai écrit, il ne m'appartient plus, il appartient au lecteur. Mais à la moindre remarque, c'est chacun qui récupère son texte, le texte lui appartient et il voudra l'expliquer. Ce n'est pas toujours faux, parce que je parlais tout à l'heure du niveau d'écriture. Si sur une barre de 0 à 10, un écrivain est de niveau 8, il faudrait que le lecteur soit au moins au niveau 8 pour pouvoir le comprendre. À défaut, s'il est de niveau 6 ou 7, il va falloir qu'il accroisse son niveau de lecture pour pouvoir atteindre celui-là. Auquel cas, l'écrivaintologie ne pourra pas s'appliquer. Et le lecteur, bien sûr, ne pourra pas être capable de dire l'auteur dans une crédibilité qui soit acceptable. Donc, il faut être au niveau d'une écriture pour pouvoir l'évaluer. Bien sûr, on n'évalue pas ce qui nous est inférieur. Il faut que ce qui nous est supérieur, il faut que cela soit au moins égal pour pouvoir y arriver. Cet effacement ne dira donc pas que auteur, tu as écrit, tu laisses le lecteur faire ce qu'il veut. Lecteur, l'auteur a écrit, est-ce que tu as le niveau pour le comprendre? Est-ce que tu es au niveau de son écriture? L'effacement passe aussi par là, quand on parle du lecteur. Le lecteur est souverain, certes, bien sûr, un peu comme le client, quand on parle du client souverain. Il est souverain, mais il n'a pas le droit de venir casser la boutique, faire ce qu'il veut. Dans la mesure et dans la proportion de son pouvoir d'achat, il est en mesure de réclamer telle ou telle autre chose, bien sûr, selon son confort personnel. Le lecteur, c'est le même principe. Ce n'est pas parce qu'on est lecteur qu'on est capable de tout dire sur tous les livres. Il faut déjà comprendre ce livre. Il faut déjà en avoir le niveau. Yes, of course, Jennifer, even if you're from an English-speaking region or an English-speaking audience, you can really follow. Yeah, that's really good to mention that. Yeah. It's true, you can be invited here if you are speaking English. And that's why, Jennifer, it's okay that way. Since we are on a program talking about something developed in French, so we'll keep it in French. But you can be invited here if you have written in English. There's no problem about that. We can cooperate. We can handle that too. Thank you very much, Jennifer, and welcome to your program. Bien, le professeur nous revient. J'espère que ça ira un peu plus vite cette fois-ci et qu'on pourra voir. You're welcome, Jennifer. Qu'on pourra voir quelque chose avant que ça se coupe à nouveau. Oh là là. Bienvenue à nouveau. Allô?
Oui, prof. Allô? Oui, nous Allô? vous recevons très bien, prof. Professeur, Allô? je vous entends parfaitement. Oui, je vous entends parfaitement. Oh, j'ai dû changer d'opérateur de MTN à Orange. J'ai changé de lieu. J'espère que on va s'en sortir. Ah, ça, je l'espère aussi, professeur. Alors, on va tout droit à la question que je posais. Écrire, c'est s'effacer. Qu'est-ce que l'auteur, d'abord, la première partie, qu'est-ce que l'auteur devrait comprendre et qu'est-ce que le Allô? lecteur aussi devrait comprendre? Oui, professeur. Alors, j'espère qu'on va s'en sortir parce qu'on n'est pas vraiment aidé aujourd'hui par la. Alors, vous pouvez me répéter la question? Oui, écrire, c'est s'effacer. Qu'est-ce que le jeune auteur devrait comprendre? Merci pour cette question. J'y vais rapidement. Alors, pour cette Là, je crois que nous avons un autre souci. Et le réseau n'est pas la chose qui va vraiment marcher aujourd'hui du côté du professeur. On espère que ça va se rétablir. Et bien sûr, le temps que ça se remette, on continue avec ce que nous pouvons apprendre de l'écrivaintologie d'après ce qui a déjà été publié, d'après ce qui a été lu. Essayez déjà de donner un quelques peu informations. ce Oui. qu'on appelle l'écrivain. Alors, professeur, vous êtes avec nous? Bon, bien sûr, le temps que le réseau se stabilise du côté du professeur Hassan Abrahim, je rappelle que nous sommes en direct pour l'écrivaintologie ou le nouvel ordre littéraire. On va essayer de comprendre quelle est l'influence, quel est l'impact de l'écrivaintologie sur l'écriture et qu'est-ce que cela propose, qu'est-ce que cela stipule. OK, nous reprenons le professeur. Oui, pour un jeune auteur, comme je l'ai dit tantôt, l'effacement interroge juste la question de l'existence de l'écrivain et de la littérature. Je peux, par exemple, je peux prendre le cas que je prends le plus souvent, de l'avènement de l'IA, où l'écrivain est effacé au détriment d'un écrivaintoïde, c'est-à-dire d'un écrivain virtuel qui peut produire un texte littéraire, par exemple. Alors, s'interroger sur l'existence de l'écrivain ou de la littérature, voilà à peu près, en un mot simple, l'écrivaintologie. Mais ce n'est pas seulement qu'une question technologique. Cette interrogation remonte un peu au temps. Par exemple, avant l'écriture, y avait-il une littérature? Il y avait une littérature orale, ce qu'on appelle une littérature de la mémoire. Et puis, l'avènement de l'écriture est venu créer d'abord la littérature écrite, puis le statut de l'écrivain, statut social et juridique. Et puis, la littérature s'est développée. De nos jours, on a une nouvelle forme de littérature générative, algorithmique, qui peut encore nous susciter au questionnement suivant. Est-ce que la littérature existera? Est-ce qu'elle a existé? Et dans ce cas de figure, comment faire pour lui donner une survie? Voilà à peu près la problématique de l'écrivaintologie, en quelque sorte. Alors maintenant, dans cette problématique de l'effacement, elle n'est pas seulement existentielle dans le sens de l'essence de la littérature, mais l'écrivain effaceur, c'est aussi, pour moi, dans le cas de l'écrivaintologie, l'écrivain est appelé à effacer. Effacer quoi? Effacer les mots sociaux, effacer les genres littéraires caducs et renouveler. Donc, dans le concept d'effacement, on a, si vous voulez en résumer, le rôle que joue l'écrivain en tant qu'agent social de régulation des mots sociaux, comme par exemple effacer la corruption, est une mission de l'écrivain. Dénoncer le génocide, qui est une tentative de l'effacement d'un peuple, c'est aussi le rôle de l'écrivain. Donc l'effacement, c'est sur le plan thématique et sur le plan esthétique. Voilà à peu près, si vous voulez, en termes simples, ce qu'on peut dire à un jeune auteur.
D'accord. Et face à la lecture, parce que l'écrivaintologie, aujourd'hui, nous nous rendons compte que si nous remontons dans le temps, peut-être avec Roland Barthes, qui avait pour concept la mort de l'auteur, qui parlait déjà de la mort de l'auteur, et où on disait que le texte, il appartient au lecteur, non à l'auteur. Alors, comment doit se disposer un auteur quand il va peut-être se rendre compte que bon, le texte, oui, il a ses ambitions propres. Est-ce que s'effacer, c'est aussi effacer ses ambitions pour laisser les ambitions du lecteur prendre le dessus? Oui, la question de Jean-Paul, de Roland Barthes, qui est aussi celle de Flaubert, c'est la problématique de l'impersonnalité du texte. C'est-à-dire, l'écrivain doit être effacé dans son texte. Ce courant littéraire qui s'est opposé à peu près au courant littéraire du romantisme, qui veut mettre l'auteur au centre de l'œuvre, c'est une problématique aussi écrivaintologique, mais elle est d'ordre esthétique. C'est-à-dire la volonté de l'écrivain à écrire pour qu'on ne ressente pas son moi dans le texte, mais plutôt qu'on voit l'histoire elle-même pour elle-même. Dans l'écrivaintologie, nous avons étudié tous les courants littéraires et voir leur impact sur ce que j'ai appelé la disparition. C'est-à-dire, il y a les courants naturalistes, les courants symbolistes, les courants romantiques, les courants parnassiens, bref, tous les courants littéraires ont été interrogés au prisme de l'écrivaintologie. Pour moi la disparition, elle est réelle. Ce n'est pas une disparition esthétique. Par exemple, je vous explique la disparition, ou vous voulez l'effacement en 3 phases, dont j'ai déjà parlé. Avant l'écriture, il y avait la littérature orale. Est-ce qu'à ce moment-là, l'écrivain existait? Physiquement, non. L'écrivain n'existait pas. Il y avait une littérature folklorique et l'écrivain, comme un être humain, a commencé à voir le jour avec l'avènement de l'humanisme au XVIe siècle, où on a donné à l'écrivain une paternité de la créativité. Et ce statut juridique a créé les auteurs comme les Rabelais, etc. On les connaît, les Montaigne. Alors, pour moi, aujourd'hui, s'il faut passer, par exemple, par des phénomènes comme le plagiat, le phénomène comme la pseudonymie, le phénomène comme les pastiches, la réécriture, le recours au nègre, tout ça interroge qui a écrit l'œuvre, qui est derrière l'œuvre. Les œuvres anonymes, par exemple, m'intéressent beaucoup. Donc, pour moi, j'interroge l'existence de l'écrivain en tant qu'être humain. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA, on a une disparition physique de l'écrivain au détriment de la machine. Donc, ce que Roland Barthes et Flaubert et bien d'autres, et même les surréalistes ont enlevé la raison à l'écriture, c'est-à-dire à l'effacement émotionnel de l'homme, au profit d'une écriture libre et esthétiquement libre, automatique. Donc, voilà à peu près s'il y a une nuance à donner entre la pensée de Barthes et l'écrivaintologie. Très bien, bon. Là, nous sommes véritablement entrés dans les principes de l'écriture et au niveau de son évolution. Maintenant, j'aimerais qu'on s'approfondisse un peu sur le lecteur, la position du lecteur. Parce que l'écriture, comme les autres concepts, place le lecteur au centre du processus créatif. Alors, est-ce que cela voudrait dire que l'auteur, dans la création de son œuvre, va surtout retenir un lecteur? Ouais, c'est vrai que je vous écoute avec un peu... c'est entrecoupé là. Vous avez posé la question de la place du lecteur, c'est ça? Oui, la place du lecteur dans le processus créatif. Ah bon, d'accord. Justement, dans les 3 phases que l'écrivaintologie décrit, à savoir avant l'écriture, pendant l'écriture et après l'écriture. Dans la première phase, avant l'écriture, dans l'oralité, l'auteur n'existait pas. Quand on dit un conte dans un village, le public est créateur et créatif.
C'est-à-dire, le griot chante ou dit un conte et le public qui est le lecteur, si vous voulez, entre guillemets, aide même le griot, suscite au griot même des phrases qu'il a oubliées ou ajoute des phrases. Donc, dans la première phase de la naissance de la littérature, le lecteur, le public est créateur. Il est même partie prenante de la création parce que la littérature à l'époque est un art du spectacle. Donc, mais avec l'avènement de l'écriture, c'est-à-dire avec l'avènement des civilisations qui veulent matérialiser la mémoire humaine, une mémoire humaine qui est venue fragiliser plus, l'écriture est venue fragiliser plus la littérature que l'aider. Platon dit que l'écriture est à la fois un remède et un poison, parce qu'en matérialisant, en gardant, en sauvegardant la littérature sur du papier, on a enlevé une dimension importante, la dimension de la mémoire et du public. Ça, c'est un débat platonicien. Mais aujourd'hui, donc, le public n'est devenu qu'avec la suite dans une sorte de consommateur. Hein? Le public ou le lecteur n'est qu'un consommateur. C'est vrai aussi, hein, pour conclure, dans l'acte de créer, d'un point de vue scripturaire, c'est-à-dire d'un point de vue de la création, quand on écrit une œuvre littéraire, on imagine un lecteur. Ce lecteur s'appelle en réalité un lecteur, c'est-à-dire L-E-C-T-A-I-R, c'est-à-dire quelqu'un qu'on imagine pendant qu'on écrit, qui est en train de nous lire. Ça, c'est le lecteur imaginaire de l'écrivain, pas de l'écrivain, de l'écrivain, de l'être qui est en train d'écrire au moment où il écrit son œuvre. Il s'invente un lecteur qui le juge, et ce lecteur imaginaire, oui, on peut dire qu'il est le fruit de la création et il est aussi un facteur de la création. C'est-à-dire, en écrivant, on tient compte de ce que les gens vont dire de ce texte. Et inventer un lecteur virtuel pendant qu'on écrit donne, si vous voulez, en quelque sorte au lecteur réel demain une fonction, vous voulez dire indirecte, de la créativité. À ce moment-là, le pacte scripturaire permet de dire que le lecteur aujourd'hui est toujours là, même s'il est virtuel, même s'il est imaginaire, il contribue à la création d'une œuvre littéraire. Voilà. D'accord. D'accord, merci. Merci. On va marquer un petit break déjà pour demander. J'ai beaucoup de questions. Comment on peut avoir le l'écrivaintologie? Oui, bien sûr. Allô? Oui, l'écrivaintologie. Oui, j'ai déjà publié 2 textes. L'écrivaintologie pour une conceptualisation de la disparition de l'écrivain, et puis le dictionnaire d'écrivaintologie. C'est 2 textes que j'ai publiés à Ifriqiya, chez Ifriqiya. Donc, le texte est disponible à Yaoundé, chez l'éditeur Ifriqiya. Bon, Ifriqiya entrepose les exemplaires dans les grandes librairies de Yaoundé et de Douala. Et pour ceux qui sont au nord, il y a en Ngaoundéré la librairie du savoir qui dispose de quelques exemplaires. Et puis bon, aujourd'hui, par les plateformes Waila et d'autres plateformes de vente, on peut facilement avoir l'exemplaire. Il suffit et il faut juste le commander et puis on peut l'avoir. Même via l'auteur. Oui. Ok, c'est parfait. Donc, Jennifer, vous pouvez avoir ces informations ainsi que tous les autres, monsieur qui nous suivent. Alors, pour ce pour revenir à la position du lecteur, quelle est primordiale. Vous avez parlé de la position avant d'écrire, vous avez parlé de la position pendant l'écriture. Maintenant, la position après l'écriture. Si vous voulez que le sens du centre bien sûr de comment le lecteur va le tenir. Alors, qui est lecteur quand on parle de l'écriture? Qui va se consulter par exemple le lecteur de Hassan Brahim. Alors, qui est lecteur pour être suffisamment crédible et parler et dire par exemple? Oh, j'avoue que la question a été posée avec un son un peu entrecoupé.
Ok, d'accord. J'ai de la peine à saisir vraiment la question parce que c'est un peu entrecoupé. Je ne sais pas si c'est... Ok, je vais la reprendre. Vous Oui, c'est m'écoutez le quand même réseau distinctement? oui, c'est le réseau qui fait cela. Bon, d'accord, je reprends la question. Le lecteur qui prend la place de celui qui va donner un sens à l'œuvre. Qui est le lecteur à ce moment-là? Est-ce que c'est tout le monde qui va se constituer lecteur capable de donner un avis Oui. crédible sur le livre ou alors c'est quelqu'un qui est d'une certaine hauteur? Parce qu'ici, quand même, si on dit que c'est le lecteur qui tient le livre, alors, qui est le lecteur? Que faut-il pour être lecteur dans le sens de l'écrivain? Parce qu'ici, quand même, si on dit que c'est le lecteur qui tient le livre, alors, oui, bon, je crois avoir compris le sens de la préoccupation, à savoir le rôle du lecteur dans la réception d'une œuvre littéraire. Alors, quand on dit lecteur, il y a plusieurs catégories de lecteurs, bien sûr. Le critique littéraire, le critique journalistique, les études académiques et universitaires sur les œuvres littéraires relèvent d'une catégorie de lectorat, disons, qualifié, et dont le rôle est de critiquer l'œuvre et de lui donner une dimension, si vous voulez, tout simplement scientifique. Et ça, c'est le rôle, on peut dire, de l'expertise du lecteur critique, du lecteur expert. Cette catégorie de lecteurs est importante pour la suivi d'un livre parce qu'elle lui permet une certaine visibilité, une certaine publicité, qu'elle soit une critique, disons, favorable ou défavorable, ça permet quand même la promotion de l'écrivain. Et donc, elle constitue également une sorte d'ajout à la significativité de l'œuvre, c'est-à-dire à sa portée. Maintenant, il y a une catégorie de lecteurs qu'on peut dire le lecteur lambda qui va appréhender le texte en fonction de ce qu'on appelle son horizon d'attente. C'est-à-dire l'élève, l'étudiant, le fonctionnaire X ou Y n'aura pas la même perception du texte comme le lecteur expert universitaire, etc. Alors, à ce moment-là, on parle de tension. Hein? Quand le rapport est tendu, c'est-à-dire entre ce que l'auteur veut dire et ce que le lecteur perçoit, il peut avoir une certaine distance. On dit à ce moment-là que le texte est tendu. Parce que quand on écrit une œuvre littéraire, on a une certaine intentionnalité. Une sorte de message qu'on veut faire passer. Mais ce message ne peut pas être perçu à 100% tel qu'on l'a imaginé. Chaque lecteur fera de ce texte le sens qu'il peut en tirer. Et on peut même passer à côté du sens de l'intention de l'auteur ou de l'intentionnalité de l'auteur et avoir un sens entièrement différent de ce qu'il veut donner. Donc, à partir de ce moment-là, on peut conclure que le lecteur peut apporter un sens nouveau ou un sens rectificatif de ce que l'auteur a voulu dire. Et c'est important que le lecteur soit parfois un peu distant ou tendu du message primordial ou premier du texte parce que le lecteur est capable de déceler ce que, si vous voulez, l'écrivain a caché ou n'a même pas perçu. Vous savez, quand on écrit une œuvre littéraire, on est parfois inconscient de certaines choses qu'on dit. Bon, dans la critique psychanalytique, on apprend que l'écrivain peut écrire et son inconscient écrit avec lui. Donc, il y a certaines choses que l'écrivain a dit dans le texte sans savoir qu'il l'a dit. Et c'est souvent le lecteur qui est capable de déceler cela, de lire l'inconscient, de lire le psychonscient de l'écrivain et de le révéler. Donc, je prends un exemple banal. Nous qui sommes souvent des écrivains, il nous arrive d'être surpris par un lecteur qui dévoile dans notre texte des choses qu'on a sous-entendues, mais qu'il perçoit. Il n'y a pas que la conscience claire qui agit,
mais il y a aussi l'inconscient, le psychoconscient, le préconscient, qui joue un rôle dans la création littéraire. Et c'est au lecteur de déceler ces traces psychanalytiques de l'écrivain. Donc, le lecteur a un très grand rôle pour donner une signification à une œuvre littéraire. Très bien, merci. Je vous suis avec beaucoup de... Je ne sais pas si on est encore en ligne, ensemble. Oui, bien sûr. Nous sommes toujours en ligne. Je vous suis avec beaucoup d'intérêt et je me demande, je viens de poser une question. Est-ce que l'écrivain d'une certaine façon ne va pas infantiliser l'écrivain? Est-ce que l'écrivaintologie ne vient pas infantiliser? Attendez, je prends l'écouteur. Excusez-moi, je vais prendre mon écouteur pour écouter mieux. Je ne sais pas si ça va arranger les choses. Oui, je l'espère bien. Bon, là, vous me suivez bien? Allô? Oui, vous me recevez? Oui. Très bien. Alors, oui, c'est mieux. Ok. Est-ce que l'écrivaintologie, au bout du compte, ne va pas infantiliser l'auteur? L'écrivaintologie? Oui. Est-ce qu'elle ne va pas transformer l'auteur en... L'écrivaintologie ne va pas infantiliser l'écrivain, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Non, je ne sais pas. L'écrivaintologie est une approche scientifique de la littérature. Elle permet de voir en quoi est-ce que l'écrivain et la littérature a une histoire de l'effacement et probablement en voie de disparaître. L'infantilisation, je ne l'aperçois pas dans la mesure où l'écrivain, au contraire, dans le sens de l'écrivaintologie, est appelé à jouer un rôle d'effaceur. Alors, un rôle d'effaceur, c'est quoi? C'est un rôle qui lui permet d'avoir un engagement existentiel plus grand. L'effacement, par exemple, des mots sociaux implique quand même un combat d'adultes. Hein? Lutter contre les génocides, lutter contre les guerres, lutter contre l'effacement même de l'homme, dans le sens où aujourd'hui on est dans les communautés LGBT+, on ne sait pas ce que devient l'homme. Alors, on est à peu près, si vous voulez, dans un contexte de pré-guerre nucléaire. Alors, la question de l'existence de l'humanité, de l'homme, se pose de plus en plus crucialement. Alors, demander à un écrivain d'être sensible à tout ce qui peut l'effacer et à tout ce qui peut effacer la société, pour moi, c'est plutôt lui donner un rôle d'adulte. C'est créer ce qu'on appellerait un adultisme littéraire, où il doit justement être un écrivain engagé. Bon, peut-être que vous percevez l'écrivaintologie d'une autre manière. Et là, vous pouvez peut-être me donner plus de détails pour que je puisse comprendre. Oh, exactement, je vais un peu plus donner de détails parce qu'on dit, d'après ce que j'ai vu de l'écrivaintologie et ce que j'ai perçu, écrire, c'est s'effacer. Ici, c'est l'auteur qui s'efface pour laisser place au lecteur. Donc, le lecteur maintenant devient celui qui va donner sens, qui va donner vie au livre. Alors, ce que j'aimerais bien comprendre ici, c'est si le lecteur prend autant d'importance dans le processus créatif, parce qu'à la fois, on demande à l'auteur de penser au lecteur et de l'ignorer, déjà dans une sorte de paradoxe comme ça. Alors, est-ce que l'effacement ici, qui n'est pas l'effacement des douleurs, qui n'est pas l'effacement des mots, mais qui est plutôt l'effacement de soi. Donc, l'auteur, il a écrit, mais le livre n'est plus sous son contrôle. Alors, est-ce que le lecteur, maintenant, qui devient celui qui est le cœur du processus créatif, qui devient celui qui va donner un sens au texte, ne va pas rendre l'auteur moins important en fonction justement de son niveau de compréhension de ce qui est. Est-ce que l'auteur ne devient pas moins important
si on va suivre le principe de l'écrivaintologie qui voudrait que l'auteur cesse d'exister et que ce soit le lecteur qui propulse le livre, qui donne une extension au livre à la suite. Oui, d'accord. Il faudra d'abord qu'on se comprenne. Je n'ai pas, je crois que j'avais répondu à, je crois que j'avais répondu déjà à cette question de l'impersonnalité de l'écrivain. Je n'ai pas dit dans l'écrivaintologie que l'écrivain s'efface au profit du lecteur. Ça, c'est ce que comment on appelle ça, les créateurs du concept de l'impersonnalité de l'écrivain. Non, moi, ça c'est une question énonciative ou de l'ancrage énonciatif, c'est que vous posez comme problème. Moi, je parle de l'effacement réel. Hein? L'intelligence artificielle élimine l'écrivain comme facteur. Alors, je vous cite dans toutes les situations où l'écrivain n'existe pas. Je n'ai pas dit qu'il s'efface pour laisser la place au lecteur. Je parle de l'effacement de l'écrivain sur le plan de son essence, de son existence réelle, physique. Hein? Par exemple, dans l'anoma. Dans l'anoma, une œuvre sans auteur m'intéresse, par exemple. Dans l'anonymat, tu écris une œuvre et tu ne mets pas ton nom. Dans, il y a les œuvres qu'on attribue à Shakespeare, alors qu'on se demande si c'est vraiment lui qui l'a écrit. Il y a la pseudonymie. J'écris une œuvre, mais je ne mets pas mon vrai nom. Il y a le recours à nègre. Je ne peux pas écrire une œuvre, quelqu'un m'écrit et je mets mon nom. Il y a le plagiat. Je n'arrive pas à écrire une œuvre et je prends l'œuvre de quelqu'un, je mets mon nom. Il y a le pastiche. Quelqu'un écrit une bonne œuvre et je l'imite. Il y a la réécriture. J'écris une œuvre médiocre et je cherche un écrivain pour bien l'écrire. Il y a le recours à l'intelligence artificielle où la machine elle-même écrit alors que l'écrivain n'existe pas. Voilà les situations que j'appelle effacement de l'écrivain. Ce n'est pas un rapport entre écrivain et lecteur. C'est une question de l'existence de l'écrivain comme être conscient et réel. Est-ce que d'abord on se comprend sur le sens des mots? Je vous suis, professeur. C'est important de se comprendre. L'effacement n'est pas, comme vous l'avez dit tantôt, à l'image de Flaubert, l'impersonnalité du texte, c'est-à-dire l'écrivain écrit et puis le texte est impersonnel. Il n'y a pas ce qu'on appelle les traces les places diététiques de la personnalité de l'écrivain. Ce n'est pas ça. C'est une dimension qui nous intéresse aussi en écrivaintologie, mais elle est mineure. Ce n'est pas l'effacement à la Flaubert. Hein? Parce que Flaubert s'oppose au romantisme où le moi est central. Pour lui, il faut que le moi s'efface et laisse le texte parler. Alors, ce n'est pas le moi c'est pas le moi créateur ou créatif qui m'intéresse en écrivaintologie, c'est le moi existentiel, l'être humain. Alors, si on se comprend sur ce concept, je crois que le lecteur en écrivaintologie n'a pas un rôle, ou le public n'a pas un rôle important en écrivaintologie. Ce n'est pas un rôle prépondérant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si l'écrivain et la littérature sont en voie de disparition, eh bien, le lecteur disparaît avec. Voilà. C'est vrai. L'écrivaintologie se positionne sur deux axes. L'axe de la psychologie de la créativité, où on veut interroger l'écrivain dans son génie et dans sa capacité d'exister comme un être humain, et la sociologie de la création, qui donne la place au lecteur, en ceci que le lecteur aussi est un agent de production, de distribution et de consommation de l'œuvre. Donc, la sociologie de la création littéraire, la psychologie de la créativité littéraire sont deux axes de l'écrivaintologie. Bon, pour ceux qui ont lu les ouvrages, ils vont comprendre ça. Mais je ne suis pas focalisé exclusivement sur l'impersonnalité du texte littéraire, c'est-à-dire le fait qu'un écrivain écrit et dans le texte, il s'efface. Ça, c'est un procédé purement énonciatif qui n'est pas, qui est étudié, mais qui n'est pas prépondérant dans la théorie écrivaintologique. L'écrivaintologie interroge l'existence de l'écrivain.
comme être physique et réel. Cette existence dans le temps et dans l'espace. Voilà à peu près ce que l'écrivaintologie cherche à faire promouvoir. D'accord, d'accord. Merci pour ça, pour ces éclaircissements. Voilà, maintenant, quand on parle de la littérature, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on écrit beaucoup, on écrit de plus en plus, où on peut dire plus aucun mot de la société n'échappe, plus aucun mal de la société, pardon, plus aucun mal de la société n'échappe à l'œil ou à la plume de l'auteur. Alors, comment l'écrivaintologie aujourd'hui peut-elle servir si on se dit que naturellement, tous ces principes qui sont énoncés, l'auteur les vit. Il ne les connaît peut-être pas sous le nom, sous le cadre de l'écrivaintologie, mais il les vit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut lui apporter concrètement de savoir que c'est écrivaintologie? Je veux dire, qu'est-ce que cela apporte concrètement à la plume, justement de se dire, ah ok, ce qui s'est toujours fait, et d'une certaine façon, dans une certaine mesure, c'est l'écrivaintologie. Quel est l'apport majeur, surtout dans un cadre où aujourd'hui on est en pleine, je veux dire, c'est une explosion d'écriture. L'apport de l'écrivaintologie dans quoi? Dans l'engagement littéraire? Si je oui, reformule la question. Oui, le fait de savoir que c'est de l'écrivaintologie, par exemple, que l'on peut tenir certaines choses. Quelle est l'importance de l'avoir énoncé, puisque naturellement, cela se pratique déjà. Cela s'est toujours pratiqué. Donc, l'appeler écrivaintologie aujourd'hui, je veux dire, quelle est l'importance, quelle est la valeur ajoutée? Oui, voilà, merci beaucoup. La valeur ajoutée. Bon, c'est vrai que la valeur ajoutée qu'apporte l'écrivaintologie, comme vous l'avez vu, le mot écrivaintologie, logie veut dire science. C'est-à-dire, sur le plan académique, sur le plan scientifique, on veut donner à l'écrivain, à la littérature, à tout ce qui relève du champ littéraire, une dimension scientifique. Une dimension scientifique, vous allez dire que bon, ça existe déjà, oui, mais mettre la science littéraire au centre des préoccupations sociopolitiques. Elle est là, mais vous savez, on a relégué souvent la littérature au stade du monde de la fiction et de l'émotion. Moi, j'aimerais bien qu'on mette la littérature au centre des préoccupations scientifiques et sociopolitiques. Par exemple, l'écrivain aujourd'hui, d'un point de vue, on appelle ça souvent paratopique, l'écrivain n'est pas seulement celui qui écrit les œuvres de fiction, c'est aussi un philosophe, c'est aussi un sociologue, c'est aussi un anthropologue, c'est aussi un universitaire, c'est aussi un scientifique, tout simplement. Donc, donner à sortir la littérature de... Vous savez, je prends un exemple dans l'enseignement. De plus en plus, les gens s'intéressent très peu à la littérature, aux études des lettres. Les gens ne veulent pas lire les œuvres littéraires parce qu'ils estiment que l'œuvre littéraire n'apporte rien pour le changement social. Alors, remettre à la littérature ces lettres de noblesse et rappeler que c'est les écrivains ont créé les siècles de lumière, que les écrivains ont créé l'existentialisme, que les écrivains ont, comme les Jules Verne, ont imaginé la science future. Ce n'est pas nouveau parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'écrivaintologie vient juste faire un travail de recentrage du rôle de l'écrivain. Vous voyez, on ne fabrique pas le fil à couper le beurre. Ce n'est pas, ce que l'écrivaintologie préconise n'est pas essentiellement quelque chose de nouveau. C'est juste un travail de recentrage. À quoi sert la littérature aujourd'hui? La littérature doit nous servir de peur qu'elle ne disparaisse. De peur qu'elle ne disparaisse, puisque à quoi sert la littérature s'il n'y a pas des étudiants en lettres? Si aujourd'hui les facultés de lettres sont vides, si aujourd'hui les œuvres littéraires ne sont pas lues, ça veut dire que nous sommes tout simplement en train de voir mourir la littérature, de la voir disparaître. Comment lui donner une survie? Lui donner une survie, c'est lui redonner le rôle. D'abord, lutter contre sa disparition.
avec tous les moyens nécessaires. Ce que vous faites, par exemple, est une démarche écrivaintologique. Vous faites un débat pour qu'on parle de la littérature, pour que la littérature, vous savez, beaucoup de choses meurent. Même la religion est en train de disparaître. L'homme biologique est en train de disparaître au profit de l'homme bionique. Tout est question, même l'humanité. Donc, la littérature est en crise. Alors, la littérature en crise doit chercher une nouvelle peau. Bon, cette nouvelle peau, je l'ai appelée écrivaintologie, c'est-à-dire ériger la littérature en elle-même, pour elle-même comme science sociale et humaine. Pas comme étude de lettres, étude des histoires, étude de style, mais lui donner un rôle existentiel. Voilà. Donc, si vous voulez, en conclusion, l'apport de l'écrivaintologie, c'est recentrer le débat de la littérature sur sa survie et sur par voie de conséquence, sur son importance. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin des écrivains philosophes, anthropologues, sociologues. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire accoler à la littérature une fonction intellectuelle, une fonction intellectualisante. Un peu, je le dis parce qu'aujourd'hui, vous savez, tout le monde s'élève, il écrit une œuvre littéraire, il estime qu'il est un écrivain. Donc, le statut de l'écrivain doit être révalorisé scientifiquement. C'est pour cela que j'ai dit écrivaintologie. Logie veut dire la dimension d'élévation scientifique. Voilà. Voilà à peu près, si vous voulez, si on me demande à quoi, qu'est-ce que l'écrivaintologie ajoute, je dirais voici sa petite plus-value. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est renouvelée, elle est rénovée, si vous voulez. C'est une fonction qui existe plus ou moins là, mais reconcentrer ça, mettre au centre de la littérature, c'est peut-être le mérite de l'écrivaintologie. D'accord. Merci. Je vais prendre quelques questions, quelques remarques. Bon, je commence par la toute dernière qui est celle de Jean-Pierre Noël Batum, un auteur, déjà poète, novelliste et bientôt romancier aussi. Romancier déjà, même déjà. Alors, je voudrais il voudrait savoir, parce qu'il est arrivé en retard, il voudrait qu'on redéfinisse l'écrivaintologie. Bon, pour faire plus simple, il y a cet entretien que vous aviez accordé à Acolyte il y a quelque temps. Donc, je vais prendre un extrait de cet entretien pour essayer d'éclairer. Alors, vous répondez à la question, comment définiriez-vous simplement l'écrivaintologie pour un lecteur qui le découvre? Alors, vous dites, elle est une démarche qui pose la question de la fin de l'écrivain, ou tout au moins de son gommage dans le texte, et partant dans le champ social à travers son statut de faiseur d'œuvre, de fiction et sa fonction sociale, voire sa créativité qui ne devient une création qu'avec le concours du personnage, qui est l'objet principal de l'analyse critique du texte et de la réception, qui est l'instance susceptible de faire ou défaire l'auteur. Donc voilà, ici, si on peut dire à Jean-Pierre Noël Batum, vous reconnaissez déjà, ce sont vos propos, ce sont vos mots, cher professeur. Oui, bien sûr, c'est une définition assez ancienne de 2 ans, qui reste encore pertinente. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ajouteriez juste pour un bref aperçu de cette définition dans son sens nouveau pour ceux qui viennent de nous rejoindre? Voilà. J'ai devant moi une définition. L'écrivaintologie, c'est l'étude de la problématique de l'effacement de l'acte d'écrire, qu'on appelle la disparition. L'écrivaintologie devient une science sociale et humaine. L'écrivaintologie devient une science sociale et humaine en interrogeant la place, en termes d'essence et d'existence, que l'homme en tant qu'écrivain et l'écrivain en tant qu'homme occupe dans le champ littéraire. Avant l'écriture, avec la création de l'écriture et de la littérature, depuis l'humanisme jusqu'à l'avènement de l'humanisation de l'écrivaintologie par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, pour moi, comment la littérature a émergé dans l'espace-temps, comment en émergeant. La littérature primitive, c'était quoi? C'était les contes, les proverbes, les mythes.
Et comment est-ce que cela est né? D'abord, vous avez vu que l'être humain est né avec le langage. Bon, il a développé avec le temps le langage, et le langage lui a permis de créer une communication artistique à travers les contes, les proverbes, les mythes, les légendes, les fables, etc. Ça lui a permis d'outils didactiques d'enseignement et de transmission du savoir d'une génération à l'autre. Et c'est ça la littérature primitive. Elle a, avec le temps, permis l'émergence de l'écrivain comme celui qui produit ces textes-là, qu'est-ce qu'ils soient oraux ou écrits. Et vous allez voir que dans l'histoire de la littérature, si la littérature a fait émerger l'écrivain, lui a donné un statut juridique et social, vous allez voir que la religion va venir ravir la vedette à la littérature en transformant souvent les mythes en récits réels, les personnages parfois imaginaires en prophètes. Et ça, c'est le combat que la littérature a connu dans son histoire. Ce combat contre la religion que la littérature a connu avec l'avènement de la littérature, ce combat aujourd'hui a un autre visage, celui de l'intelligence artificielle, qui est là également pour effacer l'homme qui crée, pour que les algorithmes supplantent et substituent l'homme par juste l'intelligence artificielle, comme on le dit. Donc, ma préoccupation, moi, en tant qu'écrivaintologue, c'est de voir comment l'écrivain existe et s'efface, comment on le gomme, comment il se réécrit lui-même. Et c'est ce combat de l'existence qui nourrit les fantasmes de l'écrivaintologue. Ça, c'est la littérature en elle-même. Et si l'écrivain lui-même et la littérature elle-même est toujours en danger d'effacement, le rôle de l'écrivain, justement, c'est d'empêcher son effacement et aussi l'effacement de celui qui n'est pas du domaine de la littérature. Par exemple, la lutte pour la survie des minorités, la lutte pour l'existence de certains pays, ce sont les combats écrivaintologiques. Puisque si l'écrivaintologue est habité par l'idée de l'effacement, l'idée de la disparition, la hantise de l'évanouissement dans l'espace-temps, eh bien, il est sensible à tout ce qui peut mettre en péril l'humanité. Les guerres nucléaires, les génocides, la lutte contre les identités plurielles, voilà. Plus bêtement, on peut prendre la problématique de l'équilibre régional dans un pays, de la place de la femme dans la fonction publique, de la place des jeunes dans la gouvernance. Voilà, tout ce qui peut être un moyen de dire ça existe. Celui-là a une place sous le soleil. Comme c'est la condition même de l'écrivain, et que l'écrivain, son rôle, c'est d'abord agir sur le champ social, il a pour boussole le mot effacement, et si vous voulez, le mot contre-effacement, parce qu'il est là pour qu'on ne s'efface pas. Et l'effacement n'est pas une problématique simple de nos jours. Hein. Si je conclus en parlant juste de la guerre nucléaire, et si je parle de la guerre biologique avec l'avènement qu'on a vu tout récemment de Corona, qui a eu ce visage apocalyptique. Vous voyez que le monde, avec la guerre nucléaire, avec la guerre biologique ou bactériologique, on peut craindre la fin de l'humanité. On peut la craindre. Alors, la fin, c'est l'effacement. Donc, pour moi, c'est l'écrivaintologie, si vous voulez, l'écrivaintologue, c'est celui qui est sensible à ce mot-là, à ce mot que j'appelle effacement, qui est, en termes techniques, ce que j'appelle la disparition. Voilà. Mais vous savez, allô? Vous savez que c'est pas trop facile de définir un concept. Hein. J'ai dû écrire tout un dictionnaire, mais il n'en demeure pas moins vrai que malgré ce dictionnaire de plusieurs centaines de pages, un concept reste toujours quelque chose d'assez flou. Les contours sont toujours à refaire et me donner l'occasion aujourd'hui de m'expliquer est une manière de permettre sa compréhension. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'aujourd'hui encore, est-ce que c'est facile de définir le surréalisme? Est-ce que c'est facile de définir le romantisme? Est-ce que c'est facile de définir le naturalisme? Vous voyez que les concepts ont
ont un mystère, c'est qu'ils restent toujours, ils restent toujours dans une sorte de manque de complétude sémantique. Donc, c'est à peu près, je tâtonne souvent, parce que faire comprendre à quelqu'un qui vient d'arriver dans un débat un concept aussi complexe, ce n'est pas si évident. Mais je simplifie en disant, qui dit écrivaintologie dit effacement. Peut-être que c'est plus simple comme ça. Oui, je crois que ce sera bien plus simple parce que parce que l'effacement, exactement, c'est ce qui revient un peu plus dans ce que vous proposez depuis le départ. Maintenant, nous allons prendre des préoccupations un peu plus directes par rapport à ce qui a été dit au tout début de ce programme. Alors, il y a Émile Liliane qui aimerait savoir si elle a bien compris en notant que les attentes des lecteurs sont en fonction de leur niveau et que les lecteurs n'auront pas tous les mêmes attentes. Parce que oui, vous avez dit au départ que le lecteur attendait quelque chose et bien sûr en fonction de sa compréhension, il attend quelque chose, en particulier au bout d'une lecture. Donc, et elle voudrait être certaine d'avoir bien compris que tout est fonction maintenant du niveau du lecteur aussi, sur la compréhension d'un texte. Oui, oui. Il serait sûr, nous ne percevons pas une œuvre littéraire au même degré, selon notre niveau d'éducation, notre niveau d'études et même notre prisme socio-culturel. Lire une œuvre, c'est à peu près l'écrire à la lumière de sa conscience. Donc, une œuvre littéraire ne se comprend pas à 100% à partir de l'intentionnalité de la création. Et c'est ce que j'ai appelé que les sémioticiens appellent la tension littéraire. Hein? Donc, on peut même noter la compréhension. Une œuvre littéraire peut être comprise à 2%, 3%, 5%, 10%, 7%, et être compris en fonction du pacte structurel, c'est-à-dire en fonction de l'intention de la création. Mais pour moi, même si on comprend une œuvre à 10% et qu'on complète ces 10% avec les 80% de son imaginaire, c'est une manière de consommer l'œuvre. Alors, je prends un exemple simple. Si vous lisez une œuvre, quand vous êtes au lycée, et que vous la relisez 20 ans plus tard, vous allez voir que le sens change, ou tout au moins le sens s'enrichit. Le sens s'enrichit. Et c'est très important. Moi, je suis écrivain. J'aime beaucoup, par exemple, aller au lycée, discuter avec les élèves sur mes œuvres, et je comprends que leur appréhension du texte est différente de celle des étudiants. Mais elle est plus simplifiée, mais elle est encore plus riche parce qu'avec l'œil du naïf, on comprend certaines choses que nous, on aura négligées à haut niveau. Donc, chaque lecteur, en somme, apporte une plus-value à un texte apporte quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'on appelle en critique littéraire la critique impressionniste. La critique impressionniste, c'est la critique qui tient compte des impressions de lecture. Et chaque lecteur apporte une valeur critique à une œuvre. Donc, il n'y a pas de lecteur qu'on néglige dans un texte littéraire. Donc, oui, d'accord, l'œuvre littéraire est fonction de la lecture. Et à ce moment-là, le pôle réception, c'est-à-dire la lecture, apporte aussi une construction significative à l'émergence d'une œuvre littéraire. Voilà. Mais il n'y a pas que la lecture, il y a aussi l'adaptation cinématographique. Vous voyez, il y a certains écrivains, quand on adopte ou on adapte leur œuvre dans le cinéma, ils ne s'y reconnaissent pas parce qu'ils estiment que l'œuvre a été déformée, etc. Donc, la lecture, l'adaptation cinématographique ou dramatique ou théâtrale, voilà, ou encore la récupération scientifique. Il y a des œuvres littéraires que les philosophes ont repris. Jean-Paul Sartre a repris par exemple Flaubert. Vous allez voir que Freud a repris certains textes littéraires et leur a donné un sens psychanalytique, ou encore Jean-Paul Sartre un sens existentiel à des œuvres qui au premier abord n'avaient pas ces intentions scientifiques de base. Donc la lecture, c'est tout ça, c'est-à-dire c'est la compréhension d'une œuvre, c'est l'application d'une œuvre dans le cinéma, dans le théâtre ou dans un champ scientifique donné, philosophique, anthropologique, etc. Donc, il y a même l'application de la littérature à l'avocature. Quand vous prenez Jacques Vergès,
vous allez voir que Jacques Vergès essaye a pris les œuvres littéraires comme un moyen d'expliquer l'éloquence judiciaire, par exemple. Donc, un texte littéraire est récupéré de plusieurs manières et chaque manière apporte à ce texte littéraire une coloration, un sens adapté ou adopté. Et donc, pour moi, une œuvre n'existerait que par sa lecture. Sinon, elle est dans un état de disparition, comme on dit, c'est-à-dire d'une apparition sans existence. D'accord, merci. Merci pour ça. Toutes ces extensions nous permettent de comprendre un peu mieux, d'aller dans un certain sens en ce qui concerne l'écrivaintologie et bien sûr son impact sur la critique littéraire. Nous allons y revenir, mais avant, nous prenons ces questions de Brian Joseph. Brian Joseph, je l'ai annoncé en début de programme, c'est ce jeune auteur qui a apporté une réflexion, une discipline littéraire qu'il a appelée le motisme. Le motisme qui est bien sûr, comme le scientisme, la toute-puissance du mot et l'autre étant la toute-puissance de la science. Donc, le motisme, c'est ça. Et Brian Joseph a ces questions, justement, pour vous. Il voulait savoir quelle est l'identité, par exemple, de l'écrivaintologie dans un texte. Comment peut-on reconnaître l'écrivaintologie dans un texte? À quel moment peut-on dire qu'un texte est écrivaintologue? Bon, bien sûr, il n'était pas là, il a pris le train en marche. Et aussi, il aimerait bien savoir si l'écrivaintologie concerne, avec quel est l'aspect de l'œuvre littéraire que ça concerne. Bon, cette question rentre dans la première. Et que pense le professeur de la pseudonymie? Et bien sûr, le professeur déjà en a parlé au début aussi. Donc, si vous pouvez revenir sur ce que vous pensez de la pseudonymie et maintenant de la reconnaissance, de l'identification de l'écrivaintologie dans un texte. Alors, bien, je voudrais savoir comment, en lisant un texte, on peut comprendre qu'il est écrivaintologue. Bon, ou bien écrivaintologiste. Bon, là, je rappelle qu'il nous prend en cours, il n'a pas été là au départ. Voilà. Déjà, j'ai entendu parler du motisme. Je félicite cet auteur. Vraiment, je suis très content de l'avènement de l'écrivain théoricien. C'est important que l'écrivain doit théoriser, je veux dire. Alors, moi, je le félicite beaucoup. Je n'ai lu que quelques bribes de ce qu'on appelle le motisme, la puissance des mots. Vous savez que dans la littérature orale, le mot a une puissance, a un pouvoir évocateur. Et dans la science qu'on appelle la pragmatique, le mot est un acte carrément. Donc, théoriser, ça, c'est une très bonne chose. Moi, je serais très content un jour de lire entièrement le livre et d'en faire un compte rendu technique, scientifique, et de voir d'ailleurs même dans quelle méthode il peut avoir une corrélation avec l'écrivaintologie. Donc, je félicite vraiment le jeune auteur et je l'invite également à vulgariser son concept, peut-être éventuellement dans un débat où je pourrais prendre part. Ce serait une très bonne chose que nous créons la masse critique de la littérature elle-même. Alors, comment connaître un texte écrivaintologique? Dans mon dictionnaire d'écrivaintologie, j'ai tout un article de plusieurs pages sur le style écrivaintologique, l'écriture de l'effacement. Hein? Déjà sur le plan thématique. Sur le plan thématique, je dis l'écrivaintologue, c'est celui qui s'occupe de grandes problématiques de l'existence, hein? Pas de l'existentialisme, de l'existence. Comme par exemple, pour moi, un écrivaintologue, c'est celui qui écrit sur les génocides, c'est celui qui écrit sur la guerre nucléaire, la guerre bactériologique, sur le transgenre, sur tout ce qui fait qu'il y a mutation, transformation, disparition d'un état A pour un état B. Hein? Donc, la problématique de l'effacement, la thématique de l'effacement est déjà une thématique écrivaintologique. Alors, l'écrivaintologue, c'est aussi celui qui crée un style de l'effacement. Alors, pour moi, l'euphémisme est un effacement, la litote est un effacement, l'antilogie est un effacement, le sarcasme, l'ironie, bref, tous les procédés d'écriture où l'écrivain est dans le masquage énonciatif m'intéresse déjà d'un point de vue stylistique. Et puis, le personnage écrivaintologique, c'est souvent un personnage
J'aime beaucoup les personnages enfin les fantômes, les personnages des métis, des personnages qui eux-mêmes incarnent une problématique de l'effacement. L'écrivain, le personnage mourant, le vieillard, est un être en train de partir. Le malade mourant. Non. Il y a dans le dictionnaire de l'écrivaintologie, j'ai essayé quand même de relever une série de caractéristiques pouvant identifier une œuvre comme une œuvre écrivaintologique. Donc, en me résumant, en ayant recours à des figures de style de l'effacement énonciatif, comme la prétérition, comme la réticence, comme la sileps, comme, je l'ai dit, l'euphémisme, etc., en ayant recours à des thèmes qui se rapportent à la problématique de la disparition, comme les guerres, comme l'assassinat, comme les meurtres, comme le suicide, etc., et en créant le personnage qui lui-même a en lui le germe de l'effacement, comme je l'ai dit, le personnage mourant, les fantômes, les hommes de nuit, les femmes de nuit, etc., les succubes, les incubes, bref, voilà à peu près, si vous voulez, les caractéristiques de l'écrivain, ou encore l'écrivain qui n'existe pas. L'écrivain qui n'existe pas. Moi, j'ai un roman que je suis en train de finaliser. Je raconte l'histoire d'un écrivain qui n'existe pas. Il écrit une œuvre littéraire, donc il n'est pas physiquement là. Donc, l'écrivaintologie étant une nouvelle théorie, les premiers écrivaintologues sont un peu rares. J'ai un écrivaintologue qui vient de faire sa dédicace, il a écrit La douleur de la patrie, où il essaie de voir dans quelle mesure il a adapté son texte au nouveau principe écrivaintologique. Mais pour conclure, je dirais que j'ai écrit tout un texte que j'ai appelé Comment devenir écrivaintologue. Et j'ai énuméré les principes. Je crois que il serait peut-être mieux que dans le cadre de la plateforme Acolyte, je repartage ce texte-là. C'est plus facile pour moi de synthétiser ça sur un texte que de le dire oralement. Mais voilà à peu près, si vous voulez, ce qui pourrait caractériser un écrivain. Mais l'écrivaintologue aussi, pour finir, hein, si vous me permettez, dans mon dictionnaire, j'ai essayé d'étudier les précurseurs d'un mouvement. Parce qu'un mouvement, c'est quoi? C'est les avant-gardistes et les précurseurs. Ceux qui sont en train d'écrire maintenant les œuvres dans la perspective écrivaintologique maintenant. Et ceux qui ont existé avant la lettre, c'est-à-dire ceux qui ont, ce chez quoi je vois les traces écrivaintologiques. J'ai étudié par exemple les fables de La Fontaine à la lumière de l'écrivaintologie, où j'ai montré dans quelle mesure on peut trouver un esprit écrivaintologique chez par exemple La Fontaine. Alors, si vous lisez mes textes, vous allez voir que un tel travail a été fait. Mais c'est vrai aussi, en conclusion, une fois de plus, je suis en train de vouloir récupérer un certain nombre de textes contemporains et puis y voir par anticipation cet esprit écrivaintologique. J'ai étudié par exemple une Libanaise, elle a écrit les Métamorphoses de la Méduse, et c'est une Libanaise dont j'étudie les textes, et elle-même, quand j'ai étudié son texte, elle s'est proclamée écrivaintologue. Quand elle a lu l'écrivaintologie, elle a vu que la manière dont elle a écrit son texte, elle s'est retrouvée avant la lettre dans l'écrivaintologie. Alors, c'est les auteurs comme ça que j'étudie pour voir à peu près la subsistance, l'existence, disons, de l'esprit écrivaintologique dans leurs textes. Mais, excusez-moi, c'est pas parce que quelqu'un a ces critères qu'il est forcément écrivaintologue. L'écrivaintologie, c'est une école de pensée et d'écriture. Ceux qui veulent y adhérer, y adhèrent volontiers. Ce n'est pas que camisoler les écrivains dans une théorie. Je pense seulement que c'est une adhésion volontaire des auteurs qui veulent trouver un courant littéraire africain. Parce que moi, j'en ai marre qu'on dise que je suis néo-romanticien, je suis néo-surréaliste, je suis néo-ceci, néo-cela. On va prendre un courant français et on met le mot néo et on se dit, bon, je suis néo-romantique parce que j'écris les poèmes d'amour, etc. Alors qu'on peut nous-mêmes
comme le motisme, comme je sais pas, l'androïtisme, comme l'écrivaintologie. On peut de cette école et voilà, voilà si vous voulez ma philosophie. D'accord, prof. Et pour boucler avec la question de Briand, la pseudonymie, vous l'avez énoncé déjà, vous l'avez évoqué au début. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Oui. Que pensez-vous de la pseudonymie? Oui, la pseudonymie, c'est le fait qu'un écrivain a recours à un prête-nom pour cacher sa véritable identité sociale. Alors, j'ai beaucoup discuté avec Pabe Mongo qui a écrit l'Anolika, du maquis littéraire à la cité. Et j'ai invité Pabe Mongo à un débat universitaire à laquelle on avait discuté sur la différence entre l'écrivaintologie et l'Anolika. Et il y aura même un ouvrage qui va sortir bientôt sur la question. C'est-à-dire, pour Pabe Mongo, l'écrivain a recours à un pseudonyme parce qu'il avait peur de la censure, et qu'avec la libéralisation des années 90, l'écrivain peut avoir le courage d'écrire en mettant son nom sans risque d'être poursuivi juridiquement ou politiquement. Donc, voilà, on connaît Mongo Betty, Esaboto, etc. On connaît à peu près, il a fait une étude très importante. Alors, pour moi, ce n'est pas forcément pour des raisons politiques qu'un écrivain a un prête-nom. Ça peut aussi être une volonté d'être auteur sans être écrivain. Parce qu'il y a une différence entre être auteur et être un écrivain. Être auteur, c'est écrire une œuvre. Et écrire une œuvre, on peut lui donner le nom qu'on veut. On peut donner un pseudonyme ou un nom réel. Voilà. Mais être un écrivain, c'est assumer son identité réelle existentielle. Oui, prof. Là, je crois que nous avons été interrompus à un moment plutôt très intéressant de cet échange. J'espère parce que j'allais lui poser la question justement avec le nom Moutlon qui est-ce que ce retour aux racines n'est pas aussi pleinement assumer son identité? Là, bon, nous avons été coupés. C'est bien dommage parce que mais il va se reconnecter et bien sûr la question sur le nom Moutlon va revenir et j'aimerais bien voir un peu. Parce qu'il y a aussi des écrivains qui. Bon, Moutlon, ce n'est pas le cas, mais il y a des écrivains qui changent de nom juste par pure fantaisie. Ils prennent quelque chose d'autre, ils vont mettre autre chose à la place de leur véritable nom, sans pour autant ne pas être en train d'assumer qu'ils sont en réalité. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on changerait de nom naturellement. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons de l'écrivaintologie avec le professeur Hassan Abrahim qui en est l'auteur. Ce concept, c'est le sien. Écrire, c'est s'effacer. Et justement, nous sommes dans la perspective de l'effacement du personnage, l'effacement de l'auteur et d'autres questions qui vont naître suite aux interrogations de Briand Joseph quant à comment reconnaître l'écrivaintologie. Est-ce qu'il y a un processus d'écriture particulier? Est-ce qu'il y a une façon d'effacer, par exemple, de faire mourir un auteur qui soit écrivaintologue et une autre façon qui ne le soit pas? Nous verrons bien quand le professeur il se reconnecte. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'espère qu'il pourra revenir et répondre à certaines de nos préoccupations. Et évidemment, nous avons pas mal de remarques comme celle de Jean-Pierre Noël Batum qui dit le problème de départ serait le constat de l'effacement d'un écrivain, du remplacement de lui-même par l'humanoïde. La problématique serait alors celle de l'essence et de l'existence de l'écrivain, appelé à se hisser au niveau scientifique de l'écriture. Et bien sûr, là aussi, on pourrait s'arrêter et questionner le niveau scientifique de l'écriture, donc voir qu'est-ce qui est scientifique dans l'écriture, qu'est-ce qui ne l'est pas. Déjà, autant de questions. Et l'espace pour un stade de livre étant peu, nous allons relancer. OK, le professeur se connecte à nouveau, nous allons le prendre. Allô? Oui. Je me suis reconnecté. On a atteint
Oui, bien sûr, oui, oui, on l'a été. Je ne sais pas si vous me voyez. Non, nous n'arrivons pas à vous voir et nous vous entendons, mais nous n'arrivons pas à vous voir. C'est entrecoupé, certes, mais nous vous entendons. Oui, je ne sais pas pourquoi la vidéo. Oh là là. Est-ce qu'on s'entend maintenant? Oui, oui, on s'entend très bien, prof. Donc, si la caméra c'est plus fluide, donc vous pouvez y aller. Bon, attendez, je vois que c'est comme si la vidéo a été suspendue. En tout Ok, cas, d'accord. je ne sais pas. Vous étiez en train de lire un passage. Vous voulez que je la commente? Oui, j'étais à la problématique, à une remarque faite par Jean-Pierre-Noël Batum sur l'origine, les probables origines de l'écrivainthologie. Et là, bon, avant d'y arriver, j'étais sur un point parce qu'on parlait de la pseudonymie et j'en étais avec Moutlon quand vous parliez des auteurs qui n'assument pas leur identité. Bon, je disais que Moutlon, c'est aussi une revendication d'identité. Moutlon, qui est l'enfant du pays, qui est une revendication d'identité en mettant ce nom dans sa langue plutôt. Donc, je disais qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles un auteur pouvait. Oui, mais. Oui, d'accord, mais ce qui nous intéresse dans l'écrivainthologie, c'est cette volonté de s'effacer soi-même. Parce que la pseudonymie suppose qu'on s'efface soi-même, on efface l'identité réelle pour devenir une identité fictionnelle. C'est-à-dire, dans la pseudonymie, nous pensons que l'écrivain lui-même devient un personnage. Alors, parce qu'il efface son vrai nom, il met un nom imaginaire. Alors, le fait qu'un écrivain devient un personnage, je l'ai appelé dans mon écrivainthologie une sorte de personnalité. La personnalité, c'est le fait qu'un écrivain lui-même se veut un personnage. Il devient un être qu'on ne peut qu'imaginer. Et donc, pour moi, c'est très important parce que la pseudonymie procède de l'effacement de l'écrivain, d'un effacement volontaire et même esthétique et créateur. Donc, voilà, comme l'écrivainthologie ramène presque tout à l'effacement, voilà l'intérêt que la pseudonymie représente pour nous. Voilà. Ok, ça c'est parfait. Et professeur, je voudrais maintenant comprendre. Dans le processus d'effacement, est-ce qu'il y a un effacement particulier qu'on peut reconnaître comme écrivainthologique? Par exemple, vous avez cité parmi plusieurs types d'effacement dans l'écriture, vous avez cité la mort. Alors, est-ce qu'il y a un procédé particulier? Est-ce qu'il y a peut-être des causes, des conséquences, des états particuliers qui sont du fait de l'écrivainthologie ou alors qui répondent à l'écrivainthologie et pas d'autres? Ou alors tous les effacements répondent à l'écrivainthologie? Tout effacement peut avoir une valeur écrivainthologique, mais comme vous le dites, je ne saurais être extensive en disant que tout effacement serait écrivainthologique. Mais vous avez parlé de la mort, par exemple. Voilà un type d'effacement. N'oubliez pas que l'écrivainthologie, c'est une démarche philosophique. Par exemple, la mort, en quoi est-ce que la mort est importante dans l'écrivainthologie? Par exemple, ce qui est important dans l'écrivainthologie, c'est la mort de l'écrivain. Quand l'écrivain meurt, qu'est-ce qui reste de sa postérité? Pourquoi certains écrivains ne sont célèbres qu'à titre posthume? Voilà. Pourquoi c'est la mort qui te rend célèbre? Pourquoi c'est l'effacement physique réel qui fait qu'un auteur devient plus vivant après sa mort? Donc, comment l'effacement est régénérateur? Donc, voilà, quand vous étudiez, par exemple, la mort dans l'écrivainthologie, vous voyez plutôt les problématiques de postérité, de célébrité post-mortem, de l'écrivain qui est méconnu aujourd'hui et qui est ressuscité avec les siècles qui arrivent. Voilà ce qui nous intéresse dans l'écrivainthologie. La problématique de l'immortalité de l'écrivain, dans le sens où écrire, c'est être immortel, mais de la mortalité. Amortalité, ça veut dire qu'on peut être méconnu aujourd'hui et dans 200 ans, on est l'écrivain le plus populaire du monde. Et cette amortalité, c'est ce que la littérature est capable de nous ressusciter dans le temps et dans l'espace. Voilà à peu près, vous voulez, dans l'écrivainthologie, nous voyons l'effacement. Et comme j'ai dit, c'est un cycle,
s'effacer, c'est aussi ressusciter. Hein? Un peu à l'image du Christ, si le grain ne meurt, l'arbre ne pousse pas. Et la mort d'une graine va donner plusieurs fruits. Voilà à peu près ce que j'appellerais le fantasme écrivaintologique. Donc, tout effacement est-il écrivaintologique? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je n'y ai pas pensé, honnêtement. Là, vous me donnez du grain à moudre, c'est-à-dire je vais réfléchir, est-ce que tout effacement est écrivaintologique? Non, pas forcément, parce que dans mon dictionnaire de l'écrivaintologie, je crois avoir cité une liste de situations écrivaintologiques ou disparitionnelles où on peut... Il faut d'abord que l'effacement ait une valeur littéraire. Sinon, ce ne serait pas important. Donc, si par exemple, le soleil quitte le ciel et la lune le remplace, ce n'est pas écrivaintologique, par exemple. Le fait que le soleil quitte le ciel et que la lune vient remplacer, ce n'est pas écrivaintologique, mais pourtant il y a effacement. Donc, oui, tout effacement n'est pas écrivaintologique. Je suis d'accord. D'accord. Pour maintenant aborder un peu la question de la critique littéraire, de l'écrivaintologie dans la critique littéraire. Alors, comment on peut reconstituer, parce qu'aujourd'hui, la critique, elle reçoit beaucoup de plaintes. Elle reçoit beaucoup de plaintes. Nous avons couplé la semaine de critique littéraire en ligne avec Acolyte, qui est un de nos programmes annuels. Et la question, elle est autant revenue. Est-ce que la critique a encore sa place aujourd'hui? Alors, quand on parle de l'effacement, prenons un peu l'effacement de la critique. Comment l'écrivaintologie peut-il justement régénérer la critique littéraire? Parce que disparition avec fonction de régénération, de renaissance, de résurrection, même si on va dans ce sens-là, ça fait partie des principes de l'écrivaintologie. Alors, comment l'écrivaintologie aujourd'hui regarde la critique et comment peut-elle contribuer à la régénérer et à lui redonner ses grandes lettres? Voilà, merci pour la question. Quand on dit disparition de la littérature, c'est la disparition du champ littéraire. Le champ social de la littérature, c'est quoi? C'est l'éditeur, c'est le bibliothécaire, c'est le libraire, c'est le critique, c'est le lecteur, c'est tous les maillons de la chaîne du livre. Donc, la critique littéraire est une... la question de la critique littéraire fait partie de la littérature elle-même. Donc, poser la question de l'effacement de la littérature ou de l'écrivain, c'est aussi poser la question de l'effacement et de la survie de la critique littéraire. Donc, ça fait partie. Alors, justement, la critique littéraire est, je pourrais dire, peut-être le seul espoir de la survie de la littérature. Parce que c'est quoi la critique littéraire? Elle est d'abord un travail du milieu de la recherche scientifique, c'est-à-dire des ouvrages théoriques, des ouvrages d'analyse, que ce soit universitaire, académique ou pas. C'est aussi la critique journalistique. Il y a les spécialistes de chroniques littéraires. C'est aussi les émissions radiophoniques ou encore médiatiques de manière générale. C'est aussi les écoles et les courants littéraires. C'est aussi l'adaptation de la littérature dans le champ artistique, c'est-à-dire que musical, théâtral, cinématographique, etc. Tout ça, c'est la critique dans la mesure où la critique suppose l'écho qu'un texte peut susciter dans le champ social, n'est-ce pas? Alors, et ça relève de ce que j'appellerais en gros mots le marketing littéraire. Alors, on a besoin du marketing littéraire pour que le livre existe. Et la survie de la littérature dépend de la survie de la critique littéraire. Nous devrons encourager la critique littéraire. Par exemple, l'initiative d'Acolyte est une initiative très noble. Elle doit être même subventionnée et encouragée. On doit créer les émissions radiophoniques, télévisées ou web sur la littérature. On doit créer le journalisme culturel. On doit, et ça doit être le devoir accru du ministère des Arts et de la Culture et même d'une politique gouvernementale générale. Parce qu'on se demande pourquoi les étudiants, les élèves, les écoliers ne lisent pas, pourquoi le niveau scolaire devient bas. Mais pour que le niveau soit élevé, il faudra bien que les gens donnent une place à la lecture, c'est-à-dire à l'achat et à la consommation des livres. Et pour cela, la critique littéraire
a une très grande contribution. Supposons, par exemple, que je publie une œuvre littéraire et que cette œuvre littéraire n'a pas eu un écho médiatique retentissant, c'est-à-dire une publicité promotionnelle accrue dans les médias et dans le champ social en général. Personne ne saura que ce livre existe et que ce livre a une valeur sociale importante. Donc, et puis, je finirai par dire aussi que la critique littéraire a ceci d'important qu'elle peut donner une valeur esthétique à l'œuvre. Hein? La plupart des grands auteurs ont bénéficié d'un analyste futé qui voit dans une œuvre, par exemple, une nouveauté esthétique ou thématique. Et c'est cette nouveauté qu'ils vantent. Les surréalistes sont nés comment? Les romantiques sont nés comment? C'est parce que quelque part, un critique a dit, ça c'est un nouveau souffle littéraire, un nouveau courant, une nouvelle manière d'écrire. Et ça peut susciter la curiosité. Un peu comme le ndombolo est venu, un peu comme le genre, les genres musicaux, les genres littéraires ont besoin qu'un critique littéraire les porte à l'attention du public. Et c'est pour cela que une théorie comme l'écrivaintologie, je me félicite du fait que l'écrivaintologie a suscité un petit engouement auprès des écrivains et même du public en général. Et aujourd'hui, je vois des gens qui se proposent d'être écrivaintologues et on doit profiter de ça. Voilà un petit courant qui naît. Et s'il y a des adeptes, entre guillemets, des gens qui sont capables de promouvoir le concept, vous allez voir que des éditeurs vont se mettre à publier les écrivaintologues et ça peut permettre à l'écrivaintologie d'exporter un savoir d'écriture ou un savoir de pensée littéraire, même au monde. Je vous ai dit tantôt qu'au Liban, en Belgique, il y a des écrivains français, des écrivains belges, libanais, qui se proposent d'être écrivaintologues et qui s'inscrivent dans cette logique d'écriture ou de pensée littéraire. C'est bien, c'est un savoir-faire camerounais qu'on vend à l'étranger. J'ai été invité dans plusieurs pays africains dans le sens de promouvoir le concept. Et ça, c'est la critique littéraire. C'est la critique littéraire. Et sans oublier aussi quand même que le critique littéraire, ce n'est pas aussi seulement l'expert des textes littéraires, mais c'est bien aussi de faire émerger l'écrivain théoricien, comme je l'ai dit tantôt. Le critique littéraire, c'est aussi l'écrivain qui s'interroge sur son objet d'étude, c'est-à-dire sur la littérature elle-même. Comme moi, par exemple, je suis écrivain et théoricien. Bien d'autres le sont aussi. C'est important de faire émerger également l'écrivain théoricien. Et la plupart des critiques littéraires même sont par ailleurs des écrivains. Et ce serait bien que nous soyons conscients d'un fait. Nous sommes une caste, une fraternité de personnes qui aiment les lettres. Et si nous ne faisons pas la promotion de notre passion qui est la littérature, c'est la littérature qui va mourir et c'est nous qui allons céder la place, n'est-ce pas, aux footballeurs, aux musiciens et à d'autres formes artistiques qui sont toutes en rivalité. Voilà. Ok, merci pour ça. Je crois que nous sommes entrés un peu plus profondément justement dans cet aspect parce que vous avez répondu, bien sûr, dans vos discours. Vous avez embrayé sur pas mal de questions et ce qui est tout aussi bien pour nous parce que nous avons un aperçu d'un champ plus large de l'écrivaintologie. Alors, j'aimerais maintenant vous demander comment l'écrivain aujourd'hui peut se réinventer. C'est vrai, vous avez parlé de ces écrivains qui se revendiquent déjà écrivaintologiques, avec l'écriture écrivaintologique ou écrivaintologue, et ceux qui souhaitent le devenir. Alors, le jeune auteur qui arrive, ou bien l'auteur qui arrive sur la scène, comment il peut se réinventer pour que l'effacement ne soit pas, je veux dire, pour préserver tout ce que tout le monde recherche, ce qu'on appelle l'immortalité, ou alors la mortalité dans le sens amortalité. Comment peut-il se réinventer aujourd'hui face à son écriture pour pouvoir ne pas perdre sa qualité déjà d'écrivain? Merci pour la question. Je réponds la question dans le sens de l'avènement de l'intelligence artificielle. Qui doit obliger l'écrivain à se réinventer? L'écrivain comme humanoïde. Parce que l'écrivaintoïde, c'est l'écrivain généré par
l'intelligence artificielle. C'est ça que j'appelle écrivaintoïde. Mais l'écrivain anthropologique, l'écrivain biologique, l'écrivain humanoïde est maintenant en concurrence avec l'écrivaintoïde, l'écrivain machine, de la machine. Alors, comment se réinventer? Nous devrons, il y a même un terme de l'intelligence artificielle qui est né, qui est humanisation. C'est-à-dire un texte est généré automatiquement et il faut l'humaniser. L'humaniser, c'est y mettre de l'émotion humaine. C'est lui mettre de l'émotion humaine. Je crois que le défi de l'existence future, parce que je vous prédis que si on s'amuse, l'écrivain va disparaître dans 20 ans. Hein. On n'en aura pas besoin. Comme aujourd'hui, des milliers de métiers vont être effacés par l'intelligence artificielle, l'écrivain aussi peut disparaître dans ces conditions. Mais il y a deux choses quand même qui peuvent donner un espoir pour que l'écrivain ne disparaisse pas. Ces deux choses, pour moi, il y a d'abord l'émotion. Nous devrons créer de nouvelles émotions ou revenir à des émotions enfouies. La pitié, l'empathie, la reconnaissance, toutes ces valeurs que l'ultra-capitalisme ou l'ultra-libéralisme a effacées de notre cœur. À côté de l'émotion, je mettrais aussi l'intelligence humaine. Vous savez que l'intelligence artificielle, l'homme doit être plus intelligent. C'est pour ça que moi, j'appelle à l'avènement de l'écrivain philosophe, comme Jean-Paul Sartre, à l'écrivain anthropologue, à l'écrivain culturaliste, à l'écrivain politicien, à l'écrivain qui a une plus-value scientifique en dehors de l'écriture elle-même. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle n'a que la machine, n'a que le cerveau d'un rat sur le plan comparatif. La machine ne peut pas avoir le cerveau humain. Donc, le rat a une intelligence très basique. Donc, si scientifiquement, on a prouvé que l'intelligence artificielle ne peut pas aller au-delà de l'intelligence d'un rat, cela suppose qu'il ne peut pas dépasser l'homme. Elle ne peut pas dépasser l'homme. Alors, elle ne peut pas dépasser l'homme qui est intelligent quand même. L'homme qui a un savoir-faire et un savoir technique développé. Donc, je conclurai en disant que pour se réinventer, il faut que l'écrivain d'aujourd'hui et de demain soit un écrivain hyper intelligent pour dépasser l'intelligence artificielle, qui est vraiment artificielle. C'est vrai qu'elle nous fait peur pour rien, mais en réalité, la machine ne va jamais dépasser le cerveau de l'homme. Encore que le cerveau de l'homme n'est même pas encore exploité à 10%. Et il y a aussi le recours ou le retour à l'émotivité primitive de l'homme. Nous sommes dans une société où la pitié n'existe pas. On peut détruire Gaza, les gens ne se meuvent pas. Il faut que l'écrivain se réapproprie des émotions réelles pour réhumaniser l'homme qui est en train de devenir plus ou moins insensible. Et donc, émotion et intelligence, voilà deux facteurs importants pour la réinvention de l'écrivain. Très bien. Bon, et si aujourd'hui, je disais, l'écrivaintologue est un humaintologue. Un humaintologue. Oui, mais c'est bien. Je vous félicite pour le biologiste. Vous avez tellement de choses que l'on se dit finalement que ce n'est pas seulement. C'est vrai que votre base, c'est l'écriture, mais vous avez traversé l'écrivaintologie, d'après ce que je constate, ce que j'entends, ce que je vois et ce que je parcours depuis quelques instants là. L'écrivaintologie a traversé le cadre simple de l'écriture. Et justement, vous l'avez dit, l'écrivain qui se réinvente, on doit vraiment être cet écrivain philosophe, cet écrivain politique, cet écrivain ceci, cet écrivain cela. En fait, on devient un écrivain humain. Et c'est pourquoi je dis, l'écrivaintologue est un humaintologue finalement. Oui, ça c'est un bon néologisme, mais j'espère qu'il va entrer dans le nouveau dictionnaire de l'écrivaintologie, parce que c'est aussi ça la magie du débat, c'est-à-dire il y a souvent les idées, mais il faut les conceptualiser. Je crois que c'est une très bonne trouvaille, je vous félicite pour cela. Oui, parce que comme je l'ai dit, l'écrivain interroge l'écrivain en tant qu'écrivain et l'écrivain en tant qu'homme. Non, l'homme en tant qu'écrivain et l'écrivain en tant qu'homme. Nous sommes au centre de l'homme. Et quand j'avais dit au début, j'ai dit, après, les Occidentaux ont créé l'humanisme.
au XVIe siècle, bon, disons, oui, au XVe, XVIe siècle, remettre l'homme au centre après le Moyen Âge. Et c'est avec cet homme au centre qu'on appelait l'humanisme que vient l'auteur comme être social et juridique. Donc, on peut dire que l'écrivaintologie, c'est le grand combat de l'homme, c'est le grand combat de l'humain. Et donc, il est, comme vous le dites, par néologisme approprié, un immunologue. Je crois que le mot est vraiment éloquent. Le mot est vraiment éloquent. Voilà. D'accord. Merci, professeur. À vous écouter, on apprend vraiment beaucoup sur les perspectives de l'écriture et surtout sur la notion d'effacement, parce que je crois que c'est quelque chose qui doit être bien exploré. Quand on regarde la scène littéraire aujourd'hui, c'est pourquoi on s'est demandé, avec Pauline à l'entame de ce programme, on s'est demandé le nouvel ordre littéraire. Oui, est-ce que l'écrivaintologie, finalement, ne serait pas le nouvel ordre littéraire parce que ce qui est établi doit s'effacer au profit de ce qui s'établit. Là, nous entrons vraiment dans l'expression naturelle et même insouciante de chaque auteur. Alors, on se demandait, ne serait-ce pas le nouvel ordre littéraire qui se mettrait ainsi en place? Est-ce que l'idée... Bon, déjà, moi, je pose même pas la question. Moi, je l'affirme. C'est vraiment cette question. Jean-Pierre Noël Batum a ce vers qui revient dans son recueil de poésie, Révolution. Il nous faut une révolution. Et je crois qu'avec l'écrivaintologie, pardon, on rentre pleinement dans les bases de ce nouvel ordre littéraire qui voudra, maintenant que l'auteur s'assume en assumant son effacement et justement en préservant, je voudrais dire, la mortalité telle que décrite dans les principes de l'écrivaintologie. Et dommage, nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir faire tous les contours. On n'aura jamais ce temps. Ce que je peux dire aux divers, aux personnes qui nous suivent, c'est de se rapprocher, soit de l'auteur, soit des éditions Ifriqiya ici à Yaoundé, pour obtenir à la fois cet ouvrage d'écrivaintologie et aussi, bien sûr, le dictionnaire de l'écrivaintologie. Et cela va nous permettre de voir un peu mieux comment évolue notre littérature et surtout ce qui est proposé. Et ceux qui connaissent Briand Joseph, justement, qui a intervenu tout à l'heure, là, Briand Joseph, qui est à la base du motisme, on pourra voir l'écrivaintologie, on pourra voir le motisme, on pourra revisiter la Nolika et un peu mieux comprendre l'évolution de ce qui est. Et dans d'autres pays, justement, il y a d'autres expressions, d'autres réflexions, d'autres pensées dans ce sens. Et je crois que ce serait cela le nouvel ordre littéraire. Alors, pour ce, qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, de l'ordre littéraire? Oui, mais j'étais très content, flatté. Et j'ai eu même un peu peur de votre titre, parce que l'écrivaintologie comme nouvel ordre littéraire, heureusement que ça vient de vous, et j'espère que ce sera une consécration, mais en réalité, j'étais effrayé à l'idée que l'écrivaintologie se veut à peu près une approche additive de ce qui existe et qui préexiste, deviennent quand même peut-être aussi un petit tournant sur lequel on peut se projeter dans l'avenir de la littérature. Je pense que si vous me posez la question, est-ce que l'écrivaintologie est un nouvel ordre littéraire, sans prétendre dire que c'est tout à fait vrai, je pourrais par orgueil dire oui, l'écrivaintologie peut être perçue comme un nouvel ordre littéraire, dans la mesure où moi je suis très convaincu que on a besoin d'un travail de recentrage. Bon, un travail de recentrage, c'est quoi? C'est-à-dire fixer un nouveau cap. À chaque siècle, à chaque moment de l'histoire de la littérature, il y a des philosophes, des écrivains, des penseurs qui essaient de fixer le cap. On a connu le siècle des Lumières avant le classicisme, après les parnassiens, les romantiques, les symbolistes, les naturalistes, les
les réalistes, les surréalistes, les dadaïstes, les écrivains de l'absurde, le nouveau roman. Bref, chaque époque essaie de remettre la balle littéraire au centre pour qu'on joue la littérature. Et l'écrivaintologie peut, pourquoi pas, peut-être pour un petit temps, être une sorte de focalisation des écrivains pour voir qu'est-ce que la littérature, et notre époque a besoin de quel type de littérature ou de quel type d'orientation littéraire. Et à cela, je suis très flatté. J'espère que l'écrivaintologie, à côté d'autres courants, aura aussi vraiment son rôle à jouer. Et on est condamné souvent à avoir quand même une boussole. Hein. Moi, je suis déjà très content que les écrivains camerounais, africains sortent déjà de la négritude, de la tigritude. Dans l'écrivaintologie, on parle de la zébritude. La zébritude, c'est le zèbre. C'est-à-dire, on quitte de la négritude, on quitte la tigritude, on va vers la zébritude, parce qu'aujourd'hui, la question de l'humanité n'est pas qu'une question de noir et de blanc. Quand Corona est venu, c'est toute l'humanité qui s'est confinée. Alors, quand la guerre d'Ukraine commence, c'est l'humanité qui est en haleine. Il n'y a pas de race à défendre, toutes les races sont à défendre. Donc, on évolue dans la pensée littéraire, on essaie pas de dépasser, mais disons de compléter la pensée de nos prédécesseurs comme les Senghor, les Césaire et bien d'autres, et de voir l'avenir avec de nouvelles orientations. Et donc l'écrivaintologie a cette petite ambition, et j'espère d'abord qu'elle sera comprise et qu'elle soit adoptée par la nouvelle génération. Je ne sais pas si c'est ma dernière prise de parole. Pour aller vers le mot de la fin, ça je voulais, parce que nous sommes déjà à près de 2 heures. Voilà, près de 2 heures, c'était vraiment un débat enchanteur. Mais moi, je souhaiterais, si vous en avez convenance, de créer aussi des débats, je ne pourrais pas dire contradictoires, mais plus ou moins, c'est-à-dire qu'on puisse prendre un partisan d'une théorie X qui confronte un autre, que ce soit sur ce genre de plateforme, ou même que Acolyte crée aussi des débats publics. Moi, je serais très content d'assister à Yaoundé ou d'inviter Acolyte en Gaoundéré. On a invité Pauline tout récemment, elle est venue avec une autrice, de créer vraiment la critique littéraire dans les amphithéâtres, dans les salles de voilà, ce serait aussi bien. Et puis ça peut être filmé et diffusé en direct, etc. Je crois que la plateforme peut se diversifier, elle peut oser se diversifier. Moi, je serais très content d'organiser un débat Acolyte dans un amphithéâtre, et puis voilà, pour que la critique littéraire est aussi, ou peut-être qu'on peut aller dans un établissement scolaire secondaire, discuter avec la jeunesse sur la critique littéraire, sur l'importance des écrivains ou de certaines œuvres. Je crois que ce serait bien, et on doit tout accompagner une telle initiative. Voilà, je remercie les organisateurs de ce débat, et je suis très content d'être toujours là avec vous. Je vous suis beaucoup, et vraiment un grand chapeau pour toi-même, le très excellent modérateur, mon ami Pauline, qui est vraiment une très grande épigone de la survie littéraire. Hein. Moi, je ne parle même pas de la vie littéraire. Je parle de la survie littéraire, parce que la vie littéraire est très, très pauvre, et avoir des gens volontaires comme vous qui mettent leur temps, leur argent, leur énergie, c'est que cette affaire ne vous donne pas grand-chose. Et pour la promotion de l'écrivain et de l'écriture, je crois que vraiment bravo, du courage, et que Dieu nous donne une longue vie pour pouvoir mettre les bases de l'amour de la littérature africaine et donner ça à la postérité pour qu'il continue cette œuvre qu'on a commencée. Merci beaucoup.
Merci, vous aussi, professeur. Merci pour ce bel échange. Et justement, nous avons déjà pensé à cette rencontre-là qui nous tarderait à arriver parce que j'ai rencontré et justement les motistes. J'ai discuté une fois avec Pape Mongo et là, nous nous sommes dit il serait bien d'avoir un débat où on va mettre sur la table toutes les questions, toutes nos réflexions déjà concernant la littérature. Je suis en train d'écrire des livres aussi sur des nouvelles axes d'écriture, de traduction, d'analyse. Et tout cela. Donc, vous ne tarderez pas à en entendre parler aussi. Donc, j'aimerais bien qu'on mette tout ça sur la table et que l'on discute de façon objective et vraiment qu'on étudie d'un peu plus près cette question d'effacement. À la base, avant l'idée de cette rencontre avec vous, professeur, l'écrivaintologie était un peu vague dans mon esprit. Et une fois que Pauline l'a suggéré, je me suis dit, il faut que je regarde un peu plus près et que j'essaye de comprendre où nous pouvons aller, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce que l'écrivaintologie. Normalement, bien sûr, je vous ai posé pas mal de questions sur l'effacement de l'auteur au départ pour être certain qu'on va balayer déjà certaines choses qui existent pour qu'on ne soit pas dans le préfabriqué et qu'on se retrouve en face de quelque chose de tout à fait inattendu. Évidemment, et quand on fait une élimination par l'absurde, on finit par se retrouver avec quelque chose et on se dit, le discours écrivaintologique, pourquoi ne pas, par exemple, l'étudier dans les textes, pourquoi ne pas voir, pas juste une question d'effacement, mais une question de présence. Aussi cette présence de ce discours de l'effacement. Donc, si on a bien conscience de la présence de l'effacement, je crois qu'on commence à avancer vers quelque chose de bien plus évolué pour notre littérature et justement qui permettra à notre critique de cesser d'être juste du simple marketing ou être véritablement une exposition productive de nos œuvres littéraires et du travail qu'on est en train de faire tout autour. Donc, merci vraiment, professeur, de permettre ces lumières. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Jean-Pierre, Dominique, Ariel, Hermine, tout le monde, Christian qui est passé par là, Pascal, le groupe Bianli, en tout cas, tout le monde qui est passé par là, je ne peux pas tous les citer. Donc, merci encore. Et professeur, j'espère qu'on aura l'occasion d'une discussion, que ce soit dans un cadre privé avant de préparer quelque chose de public pour approfondir certaines questions relatives à l'effacement et aussi, surtout, à la présence. Parce que quand je vois effacement, je vais conclure avec ça, j'ai pensé à présence africaine à l'époque, bien sûr, pour ça vous en savez quelque chose. Présence africaine qui voulait marquer une certaine présence, et justement, et quand je vois l'effacement, je me dis, OK, là nous entrons dans un miroir où on tient face à face l'effacement et la présence. Et s'il faut qu'on ait une véritable présence, il faut naturellement que cet effacement se produise et que l'on entre dans une écriture d'un autre genre, pourquoi pas, d'un autre ordre. Et là, je pense que le nouvel ordre littéraire, comme l'aurait dit Jean-Pierre Noël Bateau, est nécessaire. Voilà, il nous faut une révolution, je conclurai comme ça, et Acolyte est toujours là pour littérature dynamique. Donc, merci encore, professeur, et à très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Merci, Bessie. Bye bye. Bye bye.